Alors, la télécommande, les sponsors que nous pouvons remercier. Ma carte de visite, je suis enseignant en cours de français au collège avec des enfants de 11, 12, 13, 14 et 15 ans, donc de la 6e à la 3e. Je m'occupe de littérature, grammaire, de dramaturgie, je m'intéresse beaucoup au biomimétisme. Je suis un homo sapiens, mais dubius, je doute énormément de tout ce savoir. J'apprécie particulièrement le darwinisme, et donc la notion d'évolution, l'innovation frugale et Jugat. Et enfin, je m'intéresse particulièrement à la décroissance en ces périodes difficiles. Une première chose, ceci est une diatomée. Une diatomée, c'est en fait mon client. Je travaille certes pour les élèves, mais j'expliquerai en fin de conférence pour quelles raisons ce petit phytoplancton m'est particulièrement cher. Et je vais le garder donc en mémoire. Une première chose, c'est que j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et à un moment donné, je me suis dit que enseigner sans vraiment comprendre et me appliquer des choses que l'on m'impose, ce n'était plus tellement profitable et pour les élèves et pour moi. À partir de ces conférences de Massy, eh bien, est apparue la cybernétique avec Oscar Wiener et Anne von Foster. À la suite, le constructivisme avec Glassersfeld et actuellement Jean-Louis Lemoigne. D'autre part, est apparue l'école de Palo Alto avec un des participants des conférences de Massy, Grégory Bateson, plus Paul Václavic. L'approche systémique à la suite de la cybernétique et du constructivisme avec Joël de René avec son livre Le Macroscope, qui date de 1974. Puis Peter Senge avec son livre qui va bientôt être retraduit en français et réédité à la fin du mois, La 5e discipline. Et enfin Edgar Morin pour l'esprit de reliance qui est particulièrement indispensable. Théorie de l'information à la suite des conférences de Massy avec Claude Shannon. Et donc les sciences cognitives qui sont apparues avec l'ensemble de ces éléments. Je suis allé voir également la thermodynamique avec un auteur qui s'appelle François Rodier, qui est astrophysicien et qui a sorti un livre sur la thermodynamique de l'évolution, où il mêle l'ensemble de la biologie et de la physique, de la société et de l'apprentissage. Voilà, donc je suis arrivé ici et l'ensemble de mon travail, de tout ce que j'ai pu faire, m'a amené à réfléchir et à utiliser, par analogie évidemment, la biologie, la thermodynamique et l'ensemble des sciences cognitives. J'ai mis en place donc un lean pédagogique. Donc la notion de lean, c'est la notion d'élagage, d'enlever le gras. Et donc j'ai tout éliminé, je suis reparti à zéro, en repartant sur la physique, la thermodynamique, la biologie, et donc le biomimétisme, comme je l'annonçais tout à l'heure. J'essaie d'être au maximum frugal, utiliser peu de moyens pour obtenir énormément d'effets. Donc j'essaie de rester le plus en retrait, de ne pas trop utiliser de technologie, sinon ma diatomée a beaucoup de mal à survivre. Et je vais vous présenter donc l'ensemble des travaux en grammaire et en expression écrite que j'ai pu mettre en place. Valeurs de l'agilité, j'ai changé 2 valeurs, j'en ai gardé 2. Et leurs interactions, c'est ce que je vais essayer de vous présenter à travers les activités que j'ai mises en place. L'adaptation au changement. Et plutôt que d'avoir des logiciels en cours de français, ce sont donc des créations opérationnelles plus que des connaissances exhaustives. Il est difficile pour un enfant de collège de connaître l'ensemble du programme et donc de pouvoir agir en fonction. Et deuxième chose, c'est une collaboration formateur-apprenant. Je suis là pour collaborer avec lui, plutôt que des négociations complexes qui ne mènent finalement à rien. Le but est d'avoir des rétroactions le plus rapide possible pour éliminer toute source d'erreur qui puisse perdurer et donc désorganiser les informations. Pédagogie agile, ce qui m'intéresse dans la systémie, c'est donc penser et agir en même temps, dans la complexité, et un être humain, un homo sapiens, il me semble que c'est quelqu'un qui est particulièrement complexe au stade de l'évolution, comme l'ensemble des êtres vivants, évidemment. L'apprentissage.
À l'apprentissage, mes enfants font de la danse. C'est difficile, c'est contraignant, c'est douloureux. C'est beau également, et il faut savoir accepter les contradictions et les paradoxes. Si on élimine un élément, cet élément éliminé eh bien, va créer de nouveaux problèmes qu'il va falloir continuer à résoudre. Donc, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'élimine, mais qu'il fallait que je conserve pour passer outre. Mon objectif, alors j'ai fait un vague graphique. En vert, on va dire que ce sont les excellents élèves, et en bleu, les élèves en grande difficulté. Mon objectif en juin, c'est que les élèves avec des capacités cognitives particulièrement élevées eh bien, puissent énormément progresser, mais que les élèves en grande difficulté puissent également progresser, et non pas arriver à quelque chose qui serait ceci, c'est-à-dire que les élèves qui sont en grande difficulté, eh bien, finalement, restent sur le carreau, restent sur le côté et ne puissent pas progresser. Je me suis aperçu que les élèves en très grande difficulté évoluaient très très finement, de manière très lente. Et mon rôle était de regarder, malgré toutes leurs erreurs, ce qu'ils réussissaient, et ce qui est pratiquement invisible. Il fallait donc que je fasse très attention, et avec 26, 27 ou 28 élèves, c'est particulièrement difficile. Donc une chose, c'est qu'il fallait que je modifie l'espace de la salle de classe. Donc la salle de classe, elle est... Oh, pardon. La salle de classe... Non. Donc je vais modifier d'abord l'espace du temps, avant de modifier l'espace de la classe. Je ne parle pas des trimestres. 5 périodes de l'année, période 1 où nous sommes actuellement, période 2, 3, 4 et 5. L'objectif, c'est que l'ensemble des élèves ait évolué positivement, quelles que soient leurs difficultés, avec les valeurs de l'agilité, à la période 5. Donc la période 1, c'est une période d'adaptation où je mets en place les différents outils. Et les périodes sont divisées en 2 mois, donc je travaille sur 1 mois dans 2 périodes, et dans les mois, je travaille sur 2 semaines. Donc c'est quelque chose qui peut ressembler à un rythme de Scrum, et que je vais mettre en place dès la 2e période, avec des périodes de 2 semaines. Chaque période, les élèves ont une évaluation en littérature, une évaluation en expression écrite, imagination, expression écrite, réflexion. Ils ont un gros travail à faire en évaluation chaque mois, en grammaire également. Donc chaque mois est rythmé par des évaluations, et avant les évaluations, il y a tout le travail préparatoire. Ce travail préparatoire se fait en salle de classe, donc l'espace a été modifié. C'est plus, alors je ne fais pas le topo de la salle en ligne avec les 3 rangées, etc. Les élèves au premier rang et les élèves au 2e rang, là, tous les élèves sont au premier rang. Au premier rang, ça me permet d'accéder rapidement à chaque élève, et ça permet à chaque élève, lorsqu'un élève me pose une question, eh bien, que tout le monde puisse le regarder, et je donne la parole à l'ensemble de la classe pour qu'un autre élève puisse lui répondre. Je n'ai pas de bureau, je suis tout le temps debout, comme ici, et donc je me déplace d'élève en élève, et je suis donc face à l'élève. Je peux prendre une chaise, m'asseoir devant lui, discuter, et chaque élève a 2 voisins, finalement. Au centre de la salle de classe, un ensemble de manuels scolaires, leurs manuels scolaires qu'on leur prête, mais également trouvés au CDI sous un tas de poussière, plein de manuels scolaires. Donc j'ai mis des manuels scolaires de physique, de biologie, d'histoire, pour avoir un maximum d'interdisciplinarité et pour que l'ensemble des travaux puissent avoir un sens pour eux, mais également une grande complexité. Les manuels scolaires, donc les élèves poussent leur table, vont chercher un manuel, dans l'armoire des dictionnaires. À un moment, je mettais les dictionnaires sur les tables et je me suis dit qu'ils devaient quand même fournir un petit effort supplémentaire et me montrer qu'ils vont chercher des dictionnaires. Donc j'ai un dictionnaire par élève qui commence à être en très mauvais état puisqu'ils sont manipulés pratiquement manipulés chaque semaine. L'avantage d'une salle de classe en cercle, c'est que ça ressemble à une cellule eucaryote, avec au centre les manuels scolaires comme l'ADN. Et les élèves, je pourrais les considérer comme des ribosomes, c'est-à-dire qu'ils doivent faire une traduction, une transduction des informations. Donc ils ne sont pas là pour recopier les informations, mais pour les transformer, suivant leurs capacités, suivant leurs possibilités, suivant leur vocabulaire, suivant leurs connaissances. En ce qui me concerne, je pourrais être également un ribosome. Mitochondrie, alors les élèves dans ma classe ont le droit de manger, ont le droit de boire également, pour reprendre de l'énergie et comprendre qu'il faut des
des ressources. L'avantage de la salle de classe en cercle, c'est qu'en moins de 45 secondes, ils peuvent se mettre en groupe donc, et pouvoir interagir les uns avec les autres. 5 groupes, 1, 2, 3, 4, 5, avec 4 ou 5 ou 6 élèves par groupe. Et ils échangent, ils essaient, ils font en sorte de justement faire ce que je ne peux pas faire, c'est-à-dire parler énormément. Si je dois donner la parole à chaque élève alternativement sur 50 minutes de cours, ça ferait à peu près 2 minutes de temps de parole par élève. Dans cette configuration, les élèves peuvent parler en 50 minutes jusqu'à 15 minutes, en échangeant, en se contredisant, en prouvant ce qu'ils ont à dire dans les manuels scolaires. Il y a des discussions acharnées sur l'épithète, le complément d'objet, sur telle ou telle information. Et en fait, c'est dans cet aspect-là que les élèves peuvent avoir des informations que je ne peux pas leur donner. Alors la salle de classe, donc chaque année j'ai des classes, j'en ai 4. Les classes sont réparties en âges, mais bien évidemment, les âges n'empêchent pas des capacités cognitives très différentes les uns avec les autres. Je regarde à l'intérieur de la classe un autre groupe. Donc je vais penser à un groupe qui serait une équipe. Dans l'équipe, en fait, c'est là où on va fabriquer l'ensemble des tâches, on va réfléchir pour pouvoir collaborer, mais également, il y a un deuxième aspect qui sera une guilde. Dans la guilde, qui est plus petite que l'équipe, on va pouvoir coopérer, on va s'entraider, on va se dire que, eh bien, si quelqu'un est en difficulté, s'il a du mal à écrire, on va l'attendre, on va l'aider, on va lui prêter son cahier pour qu'il puisse recopier. Dès qu'un élève peut recopier parce qu'il ne comprend rien, c'est déjà un énorme effort pour lui, plutôt que de rester les bras croisés à attendre et à ne rien faire. Et donc, une sorte de mutualisme biologique. Et à l'intérieur de cette guilde, évidemment, une tribu. La tribu est particulièrement importante, puisqu'il y a cette notion de sacré qui est fondamentale, mais également l'aspect de la tradition. Les élèves savent ce qu'est la tradition, parce qu'ils ne sont pas neutres, leurs parents leur donnent du sacré, leur donnent des traditions. À propos de tradition, je vais fabriquer avec eux, dès le premier cours, des totems. Un totem par classe, je donne une moitié de feuille à 3 à tous les élèves, et dès le début, on va fabriquer cette tribu. Sur le totem, ils écrivent 3 choses, ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes sur l'ensemble de l'année, jusqu'en juin. Deuxième chose, ce qu'ils souhaitent à leurs amis, à leurs frères et sœurs, à leurs parents, aux gens proches, ce qu'ils souhaitent de positif. Et enfin, ce qu'ils souhaitent à cette nouvelle classe dans laquelle ils sont, à cette nouvelle tribu. Et ensuite, on affiche les totems au mur, avec les écritures, et il est absolument interdit de lire ce qui est écrit. C'est tabou. C'est la seule écriture que personne ne lira. Et certains me disent, mais monsieur, quand je me retourne, je peux lire, mais j'ai bien expliqué que c'était tabou. Et c'est cette interdiction-là qui va, en quelque sorte, mettre en place cette sorte de confiance les uns avec les autres, mais également cette confiance envers moi, qui ne suis pas très facile, parce qu'il faut travailler, donc je les oblige à écouter, à faire attention. Et donc, il faudra se faire confiance les uns avec les autres. Une fois que l'année est terminée, en juin, on déchire les petits bouts de papier, donc les élèves relisent ce qu'ils avaient lu il y a 10 mois, et on les met à la poubelle, et c'est ce rite de passage qui leur permet de passer, de terminer, de clore cette année, et de passer à la suite. Donc ils ont le droit de manger des barres céréales, ou mieux des fruits. Ils ont le droit de boire également. Ils ont le droit d'utiliser leur smartphone pour prendre des photographies, c'est-à-dire pour acquérir des informations pérennes. Et un élève, il y a 2 ans, avait utilisé son smartphone éclairé pour décalquer dans un manuel scolaire une carte de France, puisqu'on faisait un travail sur Madame de Sévigné. On avait besoin de la carte de France pour ses nombreux voyages. Et un élève qui photographie le tableau parce qu'il n'avait pas eu le temps, étant donné qu'il écrivait très très lentement, il n'avait pas eu le temps de finir, donc avec son smartphone, il photographie et donc peut avoir chez lui instantanément les informations. Donc on s'entraide les uns les autres. Une chose que j'avais lue sur une école à New York qui s'appelle la Calhoun School,
Nancy Carlson Page, c'est qu'il fallait réfléchir dans une salle de classe à la notion de temps et d'espace pour le jeu créatif. J'ai pas l'impression, en sens thermodynamique du terme, que les élèves travaillent. C'est pas vraiment un travail, c'est plutôt une activité, c'est plutôt une recherche d'informations et d'organisation de ces informations. Pour organiser des informations, il faut des informations. Ces informations, donc en cercle, vont s'auto-alimenter. Deuxième chose, un sentiment de sécurité, c'est ce que j'essaie de placer dès le début avec cette tribu, cette guilde, et également une relation solide et constructive entre les enfants et entre les enfants et moi. Et si on a ces trois paramètres, cette triple hélice en quelque sorte, eh bien on peut déjà avancer sereinement. À propos de triple hélice, un biologiste du nom de Richard Lewontin a écrit un livre qui s'appelle La triple hélice, où il mêle, au sens de l'évolution, les gènes, l'organisme et l'environnement. Il faut bien comprendre que l'environnement est primordial pour un organisme et par rapport à ses capacités cognitives. L'environnement permet donc à l'élève de progresser. C'est mon but sur l'ensemble de l'année. Alors, qu'est-ce que je travaille avec l'élève? En fait, c'est le cerveau. Je n'ai pas d'IRM dans la salle de classe pour regarder si les neurones s'allument de mieux en mieux. 12-13 ans, énormément de neurones disparaissent. Il y a une très grande activité neuronale. En quelque sorte, le cerveau va se spécialiser. Alors, ce n'est pas une spécialisation sociale, c'est une spécialisation neuronale. Et ce qui fonctionne très mal chez ces enfants, c'est le cortex préfrontal qui est juste devant. Ce qui veut dire que les enfants ont un cortex préfrontal, on ne va pas dire déficient, mais qui n'est pas encore assez développé. Donc, en quelque sorte, je suis leur cortex préfrontal. Et donc, je suis celui qui peut prendre des décisions à moyen et long terme, celui qui peut faire attention pour eux, etc. Donc, je ne vais pas leur reprocher de ne pas faire attention et de ne pas réussir à se projeter dans l'avenir. Leur donner un travail 15 jours à l'avance, ça ne sert strictement à rien, sachant qu'ils le font la veille, de toute façon. Ils n'ont pas les capacités cognitives pour réaliser ceci. J'ai un petit livret pour les suivre, un petit livret pour chaque élève, celui-ci. Ça, c'est pour les élèves de 3e, avec 7-6 pages sur lesquelles je note l'ensemble de leur progrès. Je le montrerai après. À la fin, je regarde, non pas comme un spécialiste, mais leur montrer leur aspect cognitif, non pas leur valeur cognitive. Donc le premier, l'attention, la mémorisation, l'organisation des connaissances, résolution de problèmes, leur motivation et leur dextérité. Et je regarde tout ça. Ce qui est très pratique quand ils travaillent en groupe, c'est que je me déplace de groupe en groupe, et avec mon iPad ou une feuille de papier, je peux noter ce que j'entends, ce que je vois sur chaque élève, de manière sereine, beaucoup plus rapide, et pour eux, spontanément. Les élèves ont du mal, à leur âge, à parler devant une salle entière, ou à me parler, sans avoir énormément peur que les autres puissent se moquer. Donc, quand ils sont en petits groupes, eh bien, tous les élèves parlent énormément. Ce qui veut dire que je peux avoir, par exemple, ceci en octobre, lorsque je vais regarder leur petit livret. Et évidemment, le but, c'est d'arriver au mois de mai, avec l'ensemble des tâches qu'ils peuvent faire, à peu près ceci, si c'est possible. Ça arrive dans 95% des cas. Il y a toujours 2 élèves qui sont en immense difficulté, qui sont aidés dans une structure dans le collège qui s'appelle l'Ulysse, par exemple, donc qui doivent progresser de toute façon, mais je ne le vois pas. Pour moi, c'est vraiment impossible. Je n'ai pas pour moi les capacités cognitives pour percevoir leur progrès. Je ne suis pas assez spécialiste. Comme j'ai pu diviser de manière holarchique la classe, je vais également diviser l'élève et l'enfant. Donc, quand j'ai devant moi des enfants, j'ai également à l'intérieur de l'enfant un élève, et je ne vais pas m'adresser de la même manière à l'enfant et à l'élève. À l'intérieur de l'élève, il y a justement son travail, ses activités, et à l'intérieur de ceci, les informations. Et je vais travailler sur ces informations-là, avec ce que m'a appris la cybernétique, des boucles de rétroaction positives qui vont agir sur des informations, c'est-à-dire augmenter l'organisation de ces informations, ou bien des boucles de rétroaction négatives, et je vais agir pour justement montrer qu'ici il y a une erreur. Ce qui veut dire que l'erreur est fondamentale dans l'apprentissage. Faire une erreur n'est pas une erreur, évidemment. L'erreur permet, permet de modifier sa perception du réel et modifier sa propre organisation. Une chose importante, dans mon collège, on met des notes. Alors on parle beaucoup des notes
termes de pédagogie. Donc, en début d'année, je montre ceci aux élèves et je leur explique que quand je mets une note, par exemple un élève qui a 6 sur 20 en expression écrite, 6 sur 20, bah, c'est un travail technique. Mais c'est l'élève ici qui est noté. Et je leur explique que eux, en tant qu'enfants, eh bien, ils ont tout le temps 20 sur 20. Et ils le perçoivent très bien. Je leur explique que si une jeune fille vient ici en chaise roulante sans jambes, je leur dis, est-ce qu'elle a 20 sur 20 en tant qu'enfant? Ben, ils me disent oui, évidemment, elle n'a pas 10 sur 20 parce qu'il lui manque une partie de son corps. Donc finalement, la note qui peut poser problème pour certains enfants, avoir 4 sur 20 en expression écrite, est assez démotivant. Eh bien, par cette perception, la mienne, l'environnement que je mets en place, eh bien, permet de contrecarrer. Et finalement, leur 4 sur 20 leur permet de continuer le mois suivant dans un prochain travail à essayer de s'améliorer. D'autant qu'il n'y a pas qu'une note sur un travail, il y a également un commentaire de ma part, et ce commentaire s'adresse toujours à l'enfant, où j'explique, surtout en littérature, que je suis très heureux, et c'est sincère, de lire leur travail, parce que j'aime les histoires, et quand je lis un travail d'élève, eh bien, c'est un travail unique. Personne au monde n'a pu l'écrire, personne ne l'écrira. Il n'y a que lui, que elle, qui a pu écrire ce texte. Et donc, il est important ici de communiquer de manière globale, une communication technique, mais également, ne pas oublier, paradoxe, une communication humaine. J'avais trouvé, il y a 2-3 ans, le travail d'un psychologue allemand qui s'appelle Schulz von Thun, où il parle en termes de communication du carré de la communication. Lorsqu'on donne une information, en fait, il y a 4 facettes dans cette communication. Il y a, dans un premier temps, le contenu spécifique. Schulz von Thun donne cet exemple d'un couple dans une voiture, sur une route allemande, au feu rouge, le feu passe au vert, madame conduit, monsieur est passager, et monsieur dit « le feu est vert ». C'est tout ce qu'il dit. C'est le contenu spécifique. Il y a également, dans ce même message, un appel. Inciter l'autre. Il faudrait que tu démarres, sous-entendu. Il y a également la révélation de soi, c'est-à-dire, je suis très attentif à mon environnement, voilà ce qui se passe. Et enfin, dans ce même message, il y a, malgré tout, un aspect relationnel. Ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être que tu te dépêches, tu vois rien, tu ne sais pas conduire, tu n'as même pas vu que le feu est au vert et tu n'as toujours pas démarré. Dans le feu est vert, qu'est-ce que l'on donne comme facette et qu'est-ce que l'autre va comprendre? Si on donne simplement le contenu spécifique et que l'autre comprend la relation, évidemment, la communication risque d'être très tendue à un moment donné. C'est la raison pour laquelle il me paraît important de varier au maximum sa communication pour essayer de toucher la personne par hasard ou essayer d'expliquer de manière précise ce que l'on veut. Donc, augmenter sa communication. Le papier de colère. Il est très important également dans l'apprentissage de prendre en compte les émotions. C'est ce que je viens d'essayer de montrer. Donc j'ai mis un papier de colère accroché dans la salle de classe. C'est un papier de colère qui est visible et en cas de crise, le froisser violemment et jeter dans un coin. Quand j'ai des classes particulièrement difficiles ou des enfants qui sont assez compliqués, et j'en ai, donc j'ai ce papier de colère qui est accroché et je leur dis, mais si vraiment tu es en colère, tu prends le papier et tu le jettes. Et le simple fait de m'avoir vu, de savoir que ce papier de colère est là, et ça fait rire, ça fait sourire, eh bien ça leur fait du bien. Et finalement, ça les calme, malgré tout. Même chose au niveau des émotions, plutôt que de me mettre en colère, eh bien je donne un petit papier comme ça, discrètement, pour que l'élève puisse comprendre qu'il y a un petit souci. Je n'ai pas besoin de crier, et je vais lui murmurer à l'oreille que ça serait bien de te taire maintenant. Tu gênes. Et le fait de parler de manière intime, tout proche, le calme vraiment, sur une très longue période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine pratiquement. Même chose, sois cool et prends des risques. Alors la difficulté avec ces jeunes enfants, c'est monsieur, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ici? Est-ce que j'ai le droit de me lever? Est-ce que j'ai le droit? Donc c'est épuisant de dire oui, tu as le droit, tu peux faire ce que tu veux, sauf gêner la tribu, le groupe. Et donc prends des risques. Et prendre des risques, c'est évidemment faire des erreurs. Et c'est leur permettre de faire ces erreurs-là, non pas pour faire des erreurs, mais pour justement que je puisse leur expliquer ou qu'un autre élève puisse leur expliquer, leur montrer qu'ils prennent une mauvaise direction.
Même chose, au niveau frugal, comment permettre à un élève d'écrire ses erreurs? Parce que c'est impossible, ils ont le blanc et dès qu'ils écrivent quelque chose qui ne va pas, ils effacent à toute vitesse parce que c'est un gros problème. Donc, j'ai mis en place une spirale qu'on dessine au crayon à papier et dans cette spirale, on peut écrire tout ce que l'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Et les élèves en groupe, lorsqu'ils n'arrivent pas à prendre une décision, parce qu'ils parlent beaucoup mais ils n'écrivent pas, eh bien parfois, certains disent « Allez, on fait une spirale », et à ce moment-là, ils font une spirale et hop, ils arrivent enfin à écrire. Car ils parlementent pendant des heures, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir écrire de juste? La spirale permet d'accélérer justement cette écriture. Chaque début de cours, je dessine des petits smileys pour indiquer si on travaille seul, en groupe ou à deux. Donc on commence par faire un smiley sympathique. Dans un TEDx que j'avais vu, il y a un publicitaire qui s'appelle Rory Sutherland qui expliquait que les automobilistes sont beaucoup plus sensibles au smiley sur la route s'ils roulent trop vite, le smiley vert si on est à 50 et le rouge qui fait la grimace si on dépasse, beaucoup plus sensibles à ces smileys que le radar. Et les études ont montré que c'était bien plus efficace. Et les élèves se l'approprient et donc eux dessinent leur propre smiley, c'est-à-dire qu'ils commencent l'heure de cours déjà par un petit moment de bonheur à dessiner des bonhommes. Alors ils rajoutent ensuite des cheveux, j'ai vu des Dark Vador, j'ai vu plein de choses qui leur permet de s'approprier déjà le cours de manière émotionnelle. Ça c'est vraiment très important. Alors l'expression écrite, voilà comment je travaille l'expression écrite. L'expression écrite, c'est offrir énormément d'opportunités. C'est pouvoir être créatif, car c'est l'exercice le plus complexe, il me semble, du collège, à part sauter 3,50 m sans perche. Le fait de collaborer, particulièrement important, et enfin avoir l'esprit critique. L'expression écrite, on demande à un enfant d'écrire en moins d'1 heure, un travail sans aucune faute, avec des phrases extraordinairement écrites, du style. Bref, comme un écrivain qui met 2 ans à écrire son livre, et son manuscrit est corrigé par 50 personnes, etc., etc. Donc non, l'élève est tout seul. Donc on ne peut pas avoir au collège la même vision et le même désir de qualité que les textes de Victor Hugo ou de Balzac. Une notion importante, c'est que l'information se transmet, mais également, bien évidemment, ce que j'ai essayé de montrer, l'information se dissipe, et ce qu'il faut, c'est maximiser cette réplication de l'information, qu'elle ne se perde pas. Les enfants, s'ils n'organisent pas leur information, l'information est perdue, il faut la réorganiser à nouveau d'une autre manière, et c'est ce que j'essaie de faire dans les travaux d'expression écrite. Voilà tout le programme de collège, de la 6e à la 3e, voilà ce qu'il faut étudier, de la 6e à la 3e. Il faut étudier le personnage, la personne, ses caractéristiques physiques et morales, l'action, le but, l'objet subissant, le lieu, le temps, manière, moyen, les causes, conséquences, opposition, concession, comparaison et conditions en 4 ans. Alors le problème avec les programmes, qui vont être changés très bientôt, c'est que tout ça est découpé en petites fractions, les unes après les autres, d'année en année, et qui n'ont plus de relation les unes avec les autres. On en fait 2 en 6e, 3 en 5e, 5 en 4e, etc. Jusqu'à présent, je me suis rendu compte que les programmes et le style de travail étaient calqués sur une usine automobile. On amène l'acier au début de l'usine et il en ressort une voiture avec différentes étapes. On met le châssis, ensuite, une fois qu'on a mis le châssis, on met les roues, une fois qu'on a mis les roues, etc. Et je me suis aperçu qu'en classe, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Quand un élève de 5e ou 4e avait du mal, il avait du mal parce que des connaissances n'étaient pas acquises des années précédentes. Donc j'ai décidé de respecter le programme, et donc, paradoxe, de ne pas respecter le programme, c'est-à-dire d'en faire beaucoup plus. Et donc j'ai mis tout ça en place. Donc, pour chaque niveau, les élèves vont étudier tout ça. Et il faut qu'ils se souviennent de ces 16 informations. Pour s'en souvenir, un moyen mnémotechnique que j'appelle la double molécule. 16 informations, 16 atomes, avec une molécule à gauche et puis une plus petite de 4. Il faudrait pencher l'écran, mais quand on penche la grande molécule, en fait, on voit un espèce de nounours ou un Mickey qui danse, avec ses grandes oreilles, son corps au centre, ses bras et ses jambes. Et à l'intérieur de ces atomes, eh bien, les élèves vont apprendre. Ici, il y a le personnage, avec ses caractéristiques morales et physiques. Ce personnage fait une action sur un objet précis, mais également dans un but. Quand il n'y a pas de but dans une action, c'est absurde. Si on voit quelqu'un dans la rue qui tombe, c'est drôle parce qu'il n'y a aucun but. Donc il faut réfléchir au but dans une histoire, dans un récit. Cette action se déroule bien dans un temps bien précis et dans un lieu. Si on change l'ensemble des paramètres, enfin un des paramètres, l'ensemble doit changer. Si un personnage se baigne dans la mer
En hiver, c'est pas la même chose qu'en été. Il faut changer l'ensemble des paramètres, notamment la manière de se baigner et puis les moyens avec lesquels on va se baigner. Les élèves vont réfléchir également aux causes de l'action, mais également aux conséquences. Tous ces éléments sont soit explicites dans un texte, soit implicites, et donc il va falloir y réfléchir. Quand un élève a un but, quand un personnage a un but dans une histoire, il y a une opposition et donc il y a un conflit. Et là, on est en pleine dramaturgie. Hein, c'est Antigone, évidemment. L'élève va réfléchir également aux conditions de l'action, ça c'est très important, les concessions que l'on peut faire, et enfin, on va faire des comparaisons. Voilà l'ensemble du programme du collège, et ces élèves travaillent avec cette double molécule en 1 heure, sur chaque texte, mais également en expression écrite. En expression écrite, pardon, j'ai oublié de dire que j'ai éliminé également la question « pourquoi ?». Quand on pose la question « pourquoi ?», ça peut être soit la cause, soit le but. Pourquoi est-ce qu'il pleut ? À cause des nuages, mais également pour que les fleurs vivent. Ce qui veut dire qu'avec la question « pourquoi ?», un élève a une chance sur 2 de se tromper, ce qui est assez embêtant. Donc j'ai éliminé cette question « pourquoi ?», et je pose la question « à cause de quoi ?» ou « dans quel but ?», ce qui est bien plus précis en termes de communication. Les élèves, donc, écrivent, lorsqu'ils travaillent sur un texte comme ici, ou quand ils vont devoir écrire un texte, ils écrivent les informations sans faire de phrase. Le personnage, son action, les conditions, le lieu, le temps. Donc il n'y a pas de phrase, il y a simplement les informations. Et le deuxième travail, comme un ribosome, ça va être donc de prendre les informations et ensuite de les retransformer en phrases. Savoir ajouter des verbes, de la ponctuation, savoir par quelle information je vais commencer. Est-ce que je commence par le temps, le lieu, etc. Une fois qu'ils ont fait ceci, ils vont réfléchir à leur travail d'expression écrite. Voilà les travaux d'expression écrite qui sont au centre, numéro 3. Je donne cette fiche en début d'année, en septembre, et ce sont tous les travaux d'expression écrite disponibles pour l'année. Les élèves choisissent leur premier travail d'expression écrite. Il y en a 15, et il y en aura 10, un par mois. À la fin de l'heure, je reçois leurs travaux qui sont faits en classe, eh bien, je ne lis pas 25 fois le même récit. Donc je ne peux pas faire de comparaison, car mon but n'est pas de comparer les élèves les uns avec les autres. Je ne suis pas là pour les classer et les comparer. Ce qui veut dire que c'est un immense plaisir de lire 15 textes différents. Et je m'appuie sur ce qu'ils me racontent, et non pas le lien qu'ils peuvent faire les uns avec les autres. Ils préparent donc chez eux, ils réfléchissent, ils trouvent des idées, et ils arrivent en classe avec une préparation qui est une double molécule. Et ils se mettent par 2. Et ils échangent leur double molécule. Et, en lisant la double molécule, le voisin raconte l'histoire de l'autre. Donc il doit déchiffrer tout ce qui est écrit, fabriquer dans sa tête le texte qu'a imaginé l'autre, et il lui raconte le texte. Et l'autre, élève, entend son texte. Mais ce n'est pas exactement son texte. C'est un texte qui a changé. Et ces changements sont bénéfiques, car il va pouvoir se les approprier. Il va pouvoir se dire « Ah oui, ça c'est une bonne idée, merci du tuyau, j'y avais pas pensé ». Donc il va devoir changer son texte. L'autre raconte également, et ensuite il rééchange, et chacun raconte le texte qu'il avait choisi. Ça, c'est le travail préparatoire qui dure à peu près 30 minutes, et une fois que c'est fait, il y a encore un travail préparatoire qui est fait en groupe, et ils m'écrivent le texte pendant l'heure complète. Je demande, en début d'année, d'écrire au minimum, enfin pas moins de 10 lignes. Et j'augmente chaque mois pour arriver en fin d'année, en 5e, 4e et 3e, à environ 40 lignes. Je me dis, bon, comme ça, en début d'année, j'ai pas grand-chose à lire, c'est assez rapidement corrigé. Et en fait, depuis que j'ai mis ce système en place, j'ai pratiquement que des élèves qui n'écrivent plus de 25 à 30 lignes dès le début. Le fait d'avoir le choix, de ne pas imposer de but en blanc un récit, eh bien, leur donne une liberté extraordinaire d'imagination, mais le même travail en réflexion. Voilà, ça c'est une préparation, donc il n'y a aucune... C'est pas un brouillon, les élèves ont du mal à ne plus faire de brouillon, c'est-à-dire écrire le texte et le recopier tel quel. Ce qui est absurde, c'est perdre énormément de temps. Et donc là, ils doivent ensuite redéchiffrer leur travail avec de la recherche de vocabulaire et le texte qui est fait ici. Donc ça, c'est un texte de début d'année, et je cherche les éléments positifs. Donc je surligne avec mon surligneur en vert tout ce qui est bien, tout ce qui est correct pour les critères techniques, pour pouvoir noter. Et de temps en temps, je mets un peu de rouge, surtout des éléments reliés à la double molécule, lieu, temps, manière, etc., etc. Au fur et à mesure, donc il y a des notes, mais sur le petit livret, il y a ceci, c'est-à-dire une grille avec des points verts et des points rouges. Si l'élève a réussi à mettre un titre,
et qui est accrocheur, hein, un vrai titre qui donne envie de lire le texte, il met un point vert. S'il a réussi à faire des paragraphes, il met un point vert, sinon il met un point rouge. Et le premier, on voit que l'élève n'a pas réussi à mettre des paragraphes. Aux deux premiers travaux, impossible de mettre des paragraphes, et les paragraphes sont apparus à la rédaction 3, donc en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, puis en février, bon, il n'en a plus. Et ensuite, il a continué à en mettre. Et c'est grâce à ces tableaux-là et à ce petit livret que je peux voir l'ensemble des progrès, non plus cette fois-ci notés, mais ces progrès infimes que j'essaie de voir. Les élèves le font eux-mêmes et le font en groupe pour s'entraider. À la fin de l'année, on voit quelque chose qui est vraiment du progrès. J'utilise également des Kanban. Alors le Kanban, dans l'agilité, c'est une moindre dissipation des informations, permettre plus de connaissances, plus de créativité, mais également aussi beaucoup plus de plaisir. Les élèves travaillent en groupe. Le premier Kanban que je leur montre, c'est ceci, quand ils ne savent pas ce que c'est qu'un Kanban. Donc ils arrivent dans la classe, et les enfants demandent toujours « Monsieur, est-ce que vous avez corrigé nos copies? Vous les rendez quand ?» etc. Donc je corrige très très rapidement, généralement d'un cours à l'autre, pour rendre ces travaux le plus rapidement possible. Sauf parfois ça coince, donc je mets une semaine. Et donc, dans la liste à faire, j'ai tout ce qui est à faire. Donc ils voient que, par exemple, les 5e 3 doivent encore attendre pour avoir leur travail de grammaire. Je suis en train de m'occuper des 5e 4. Et c'est fait ici, donc je vais leur donner. Et c'est leur premier contact avec un Kanban, et ça leur permet de voir qu'il faut être patient, attendre. On a envie, ben non, on va se calmer. C'est ici ce fameux test avec les enfants sur le chamallow qu'il ne faut pas manger pendant 10 minutes et attendre. Le Kanban, donc les élèves travaillent par groupe, et donc les post-it sont des post-it par numéro. Pour que les élèves puissent passer d'une colonne à l'autre, il faut que l'ensemble des élèves du groupe aient terminé le travail. C'est-à-dire même l'élève qui est en immense difficulté doit avoir dans son cahier les informations des autres élèves. Il recopie, ce n'est pas grave, mais au moins son cahier contient des informations, et il a écrit sans faute, si possible, en faisant attention à son écriture. Le travail en groupe et avec le Kanban. Alors ce qui est très curieux, c'est que je fabrique une tribu, on est tous ensemble, hein, on va vivre une aventure pendant une année. On n'a pas le droit d'aller voir ce que font les autres, donc ça pose un problème. C'est que tout d'un coup, le groupe se casse à cause la tribu se casse à cause des équipes. Donc j'ai mis en place, comme les abeilles, eh bien le droit d'aller butiner. Un élève par groupe, dans les 5 groupes, a le droit d'aller butiner, mais maximum pendant 1 minute, pas plus. Pendant 1 minute, il peut aller voir ce que font les autres groupes pour, là encore, trouver de nouvelles informations. Il revient avec son butin dans son groupe, et ça apprend également des stratégies, parce que certains, pendant 1 minute, vont voir tous les groupes, et quand ils reviennent, ils ont oublié la moitié des informations qu'ils ont pu voir. Un groupe reviennent, donnent l'information, repartent à un autre groupe, etc. Donc c'est aussi apprendre des techniques. Donc ils travaillent énormément sur des Becherel, les dictionnaires. Ils font des... donc dictionnaires, ils sont en très très mauvais état maintenant, il faudrait que je les change, mais il me faut du financement. Les livres qui sont fabuleux, c'est extraordinaire un livre, tout est bien écrit, propre, lisible. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas alors que tout a été fait pour que ce soit compréhensible? Je me suis aperçu que même si je donne quelque chose de très précis, l'ensemble des élèves ne comprend pas. Donc fabriquer des cartes mentales, les cartes mentales permettent de me permettent de voir comment leur organisation, comment leurs connaissances sont organisées. Et ça, c'est une carte mentale sur les fourberies de Scapin, je crois. Ça part dans tous les sens. C'est leur première carte mentale. Ils découvrent ce que c'est. Et ils découvrent qu'ils ont chacun la sienne. Alors après, avec des techniques de dessin, du graphisme, le dessin est particulièrement important. Donc là encore, varier les sources d'information. En grammaire, même chose, en 1 heure, un élève est capable d'analyser grammaticalement, dans le jardin de sa maison, le riche Harpagon cachait maladroitement son argent silencieux. Là encore, le programme de grammaire est divisé d'année en année. Donc en 6e, on voit telle chose, ensuite en 5e, on voit telle chose, qui sont reliées les unes avec les autres. Hein. En 6e et 5e, il faut bien retenir ce qu'on a vu en 6e pour réussir en 5e. Ce qui est vraiment complexe, donc là aussi, j'applique les programmes et j'ai décidé de ne pas les appliquer, d'en faire beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'en 1 heure, ils doivent trouver les classes grammaticales des mots.
Une fois qu'ils ont trouvé les classes grammaticales, ils vont chercher les fonctions. Une fois qu'ils ont trouvé les fonctions en fonction du nom, ils vont faire l'analyse d'un verbe. Ensuite, de trouver le sujet, etc., de trouver ce que c'est qu'une proposition et qu'une phrase. Dès la 6e ou la 5e, je travaille comme ça. Alors ça, c'est une phrase de 5e, et ils doivent travailler en groupe, et ensuite seuls, et être évalués là-dessus. Ce qui donne quelque chose également, pour varier les plaisirs. Les classes grammaticales, c'est très curieux, et c'est le paradoxe, c'est qu'on utilise des mots pour parler des mots. Et ce paradoxe, je me suis rendu compte que ça posait problème. Les élèves avaient du mal à retenir les classes grammaticales. Donc j'ai mis en place des symboles. Ici, c'est le symbole du nom commun, avec le nom commun masculin, singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Les mots invariables qui n'ont pas de genre et nombre. Et puis enfin les verbes, verbes d'action, verbes d'état, en reproduisant ce qui est fait en chimie, en électricité avec le générateur. Et de cette manière, les élèves vont beaucoup plus rapidement sur l'information qu'ils recherchent et retiennent bien plus facilement les classes grammaticales et les fonctions. Le fait de décaler, d'aller chercher ailleurs, un élément ailleurs, permet d'organiser davantage ces informations. Donc ils utilisent tout ça. Et pour les élèves vraiment qui ont du mal, j'ai utilisé des petits œufs Kinder à l'intérieur, très pratiques, pour pouvoir manipuler les classes grammaticales, pouvoir les classer, pouvoir jouer avec, et pouvoir placer à l'intérieur un mot et le placer dans la bonne boîte. Ça coûte pas cher, c'est les élèves qui me les ont apportés, et c'est assez efficace. Voilà, ça c'est un grammosome terminé. L'élève a eu 19 sur 20, c'était en 3e, et en début d'année, les élèves mettent plus d'1 heure pour faire ce travail-là, et en fin de 3e, les très bons élèves mettent à peu près 30-35 minutes, sans aucune documentation. Sachant que, j'ai oublié de le dire, que l'ensemble des travaux notés sont faits avec le cahier, les manuels scolaires, le Becherel, le dictionnaire, etc. Il n'y a qu'un seul travail qui est fait sans documentation, c'est celui-ci si l'élève accepte de le faire. Et de mémoire, et en ayant organisé ses connaissances, il parvient à ça. Et les élèves en grande difficulté, eux, utilisent au même moment de la documentation. Donc, tout leur cahier, tous les exemples précédents. Lorsque les élèves sont en groupe, j'essaie également au maximum de tisser, de faire des tissages, de mélanger les enfants. Tout en haut, ce sont des groupes qui font une activité différente, tout en haut, donc différentes couleurs. Ils travaillent, les élèves en rouge sont répartis dans les groupes, et ils font le même travail, mais pas ensemble. Et ensuite, je regroupe les enfants qui ont fait le même travail, mais pas au même endroit, et ils vont échanger leurs informations. Échanger les informations, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as utilisé, qu'est-ce que tu as trouvé. Mais également, ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que tous les élèves en groupe font une activité, et ensuite, je mélange les enfants, et ils vont communiquer entre eux pour savoir mais qu'est-ce que vous avez trouvé sur ce même thème, etc. En grammaire, une chose importante, c'est que les enfants, en grande difficulté, répondent au hasard, parce que pour eux, quand il faut faire un travail, ils font. Et puis c'est fini, je l'ai fait, je n'ai pas besoin de le refaire, même si j'ai fait des erreurs. Il fallait que je le fasse, donc je le fais. C'est mon souci à la maison avec mes enfants, mais c'est aussi mon souci en classe. Et notamment avec ce travail-là, ils sont cuisinés, ils ont cuisiné et ils peuvent cuisiner. On entend le même son avec les verbes du premier groupe, et c'est vraiment quelque chose qui est très complexe pour les enfants, cette simple petite chose. Donc ils sont cuisinés, vous avez trouvé que c'était ES, ils ont cuisiné et ils peuvent cuisiner, c'est un infinitif. Comment on apprend ça? C'est pourtant très simple. Si le verbe au premier groupe est précédé d'un auxiliaire, être ou avoir, il se met au participe passé, sinon il se met à l'infinitif. C'est simple. Et pourtant, cette phrase aussi simple est très complexe. C'est un des exercices les plus complexes en grammaire, je trouve, et qui demande le plus de temps. Donc, puisqu'ils répondent au hasard, il va falloir réfléchir sur les causes des terminaisons. Donc, la phrase est celle-ci, et en fait, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un verbe, ni participe passé, ni auxiliaire. S'accorder jusqu'en 3e, ils ne comprennent pas ce que veut dire le mot s'accorder. Genre et nombre, j'ai encore une flopée d'élèves en 3e qui ne comprennent pas le genre et le nombre, masculin, féminin, singulier, pluriel. Le mot sujet, c'est un peu compliqué. Et puis le verbe être, on a du mal à le trouver quand c'est furent ou était. Bon, c'est difficile. Des réponses au hasard, car la charge cognitive est particulièrement importante. Ça demande beaucoup de connaissances et beaucoup d'organisation des connaissances. Donc j'utilise des dés, voilà un dé, et donc je donne un petit panneau,
Si le D fait 1, c'est ER. S'il fait 6, c'est ER aussi. Si c'est 2, 3, 4 ou 5, c'est participe passé, féminin, singulier, etc. Donc je leur donne la phrase, ils ont cuisiné, ils prennent leur dé, ils jettent le dé. 2 cuisiner, et bon, voilà, coup de bol. Et on continue comme ça. Le travail est noté. Mais c'est un défi. À gauche, elles peuvent imprimer le dé a dit que c'était ER. Elles peuvent être imprimées EES, le dé a dit que c'était EES. Ils vont imprimer ER, le hasard, c'est extraordinaire. Et après, le hasard s'est trompé 2 fois. Et ensuite, l'élève, une fois que j'ai fait ce premier travail, l'élève se débrouille tout seul. Est-ce que le hasard a raison ou pas? À toi de décider, en fonction de tes connaissances. Alors pour ce travail, en début d'année, les élèves n'ont aucune documentation, c'est de mémoire. Et l'élève, ensuite, eh bien, elle fait mieux que le hasard. Eh bien non, elle a 2 sur 10 et le hasard a gagné. Donc sa note à elle, c'est 2 sur 10, c'est pas 6 sur 10. Ce que j'essaie de mettre en place et montrer à l'enfant, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un gros travail à fournir. Et émotionnellement, c'est un peu dur quand même. Ici, ce qui est très important dans l'apprentissage, c'est la notion de regret. C'est-à-dire que je regrette, et puisque je regrette, je vais commencer à inhiber. Un des éléments importants, c'est une conférence de Paul Václavic que je recommande toujours de regarder. Quand il parle de la famille et qu'une famille, vous savez, n'arrive pas à résoudre son problème, c'est que le problème est extérieur au vocabulaire de la famille. Hein. Et donc, ce qui est important pour un enfant, c'est la même chose. C'est que de toute façon, ça ne sert à rien, comme certains de mes collègues, de répéter 5 fois la règle. Mais je vais répéter 10 fois, il ne comprend toujours pas. Ça ne sert à rien, il faut trouver autre chose pour lui permettre de réagir et donc de changer. Le travail de Paul Václavic dans l'école de Palo Alto, c'est un travail sur la communication et donc sur le changement. Une chose primordiale, c'est le psychologue Olivier Houdet qui en parle très bien et qui l'écrit, c'est apprendre, c'est aussi inhiber. L'inhibition fait partie de l'apprentissage. Et c'est bien cette adaptation au changement. Et avant de pouvoir inhiber, il faut regretter. Et avant de regretter, il faut avoir commis une erreur. Et cette perception du hasard et du dé, eh bien, entraîne les élèves à progresser nettement sur l'année. L'élève là qui a toute l'année n'a jamais réussi, elle a toujours perdu enfin pas perdu contre le hasard, mais ça a été toujours très compliqué. Et par chance, je l'ai retrouvée l'année suivante, avec le dé, et elle a toujours eu d'excellentes notes par la suite et est parvenue à expliquer les 2 mois de vacances, le changement d'environnement de classe, le fait que son cerveau se soit modifié, eh bien, lui a permis de réagir et donc maintenant de progresser. Donc l'inhibition, je fais un petit jeu avec les élèves, je leur dis, je mets ce panneau, je dis ne regardez pas le rectangle rose au plafond, et puis forcément il ne faut pas regarder du tout le rectangle rose au plafond, et évidemment des élèves vont lever les yeux pour aller le regarder. Pour le hasard, je note toutes leurs réponses, et je regarde quels sont les éléments qui reviennent au fur et à mesure, ce qui me demande un énorme travail, mais bon, avec un ordinateur, c'est vite fait de remarquer les éléments qui reviennent, est-ce que c'est plutôt l'infinitif, le féminin, etc. Et ensuite, adapter à chacun eh bien, des exercices, des tâches pour leur permettre d'essayer de réagir. En fin d'année, quoi qu'il arrive, je donne un petit diplôme à tous les élèves. Et c'est ma tâche la plus difficile, parce que pour les élèves en grande difficulté, qu'est-ce que je vais trouver de positif à dire? Et une élève avait réussi une excellente et très belle rédaction, et c'était, voilà, son diplôme, c'était pour ceci. C'est ma tâche finale en juin, et là, ça me demande un énorme travail de réflexion, d'adaptation, et ils repartent avec ce petit élève. J'ai vraiment essayé de parler d'amélioration continue, de confiance, d'engagement collectif, de partage et de simplicité sur l'ensemble. Et pour terminer, une dernière information. Je parlais tout à l'heure de ma diatomée. Le plancton, un livre de Christian Sardet. Christian Sardet qui faisait samedi dernier une conférence à Villefranche-sur-Mer sur le plancton. Et phytoplancton. La diatomée de tout à l'heure, c'était cet organisme microscopique qui a permis à la planète Terre d'avoir de l'oxygène. C'est grâce à elle. Et la diatomée est tellement minuscule qu'elle donne quand même 1/4 de l'oxygène sur notre planète. Et vu les dégâts qu'on est en train de commettre, je me dis qu'il faut vraiment penser à cet être minuscule, on n'en parle jamais. Si on ne la protège pas suffisamment, on risque de vivre un peu moins confortablement dans les années à venir. Et ce que j'essaie mon but dans la salle de classe, c'est certes la grammaire, la littérature,
mais c'est aussi de les sensibiliser à quelque chose qui est invisible et qui les dépasse, c'est-à-dire au-delà de la salle de classe, au-delà de leur famille, de leur ville, l'ensemble de la planète et ce qui est invisible, c'est-à-dire le plancton. Et ça, c'est particulièrement important. Je vous remercie.